La colère n'est pas une force, c'est de l'esclavage. Chaque fois que tu exploses, tu abandonnes le contrôle de toi-même. Tu penses imposer le respect en criant, mais la seule chose que tu montres, c'est que n'importe qui peut te manipuler. Et c'est la réalité. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton de ta colère pour que tu perdes ton pouvoir. La colère ne naît pas à l'extérieur. Ce ne sont pas les paroles de l'autre qui te blessent, mais le jugement que tu fais d'elle. Si tu décides qu'une insulte est une offense mortelle, tu souffriras. Si tu comprends que ce n'est que de l'air, elle disparaît. Marc Aurèle le savait. Ce ne sont pas les faits qui perturbent, mais ton opinion sur eux. Nous vivons dans un monde fragile, où n'importe qui se brise pour le moindre petite chose. Une critique, une différence, et immédiatement le chaos éclate. Beaucoup confondent élever la voix avec être fort, alors qu'en réalité, ils montrent leur faiblesse. Parce que la colère n'est pas du courage, c'est de la capitulation. Le calme, en revanche, est le véritable pouvoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. C'est regarder le chaos et rester debout sans perdre de clarté. Sénèque enseignait que la plus grande victoire sur un provocateur est de ne pas lui ressembler. Épictète le répétait, tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te contrôler toi-même. Je veux te parler sérieusement. Tant que tu n'entraîneras pas ton esprit, tu resteras esclave de tes impulsions. Mais si tu choisis de cultiver la sérénité, tu seras libre, fort et intouchable. Ici, tu ne trouveras pas de théories vides, mais des exercices que tu pourras pratiquer. La pause consciente, la visualisation, le silence, la perspective du temps. Des outils simples, mais puissants. Reste jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas un discours de plus. C'est une invitation à entraîner le calme jusqu'à ce qu'il devienne ta plus grande arme, dans un monde où tout le monde s'effondre pour rien. 1. Fais de la pause consciente ta première défense. Une tempête ne détruit pas par le tonnerre qui effraie, mais par le vent qui dévaste sans direction. C'est ainsi que fonctionne aussi ta colère. Quand tu laisses tout ce qui se passe à l'extérieur t'entraîner sans frein, tu perds en clarté et tu deviens ce vent violent qui frappe aveuglément, endommageant ce que tu veux le plus protéger. La pause consciente est ce qui transforme l'ouragan en brise. C'est cet instant où tu décides de ne pas laisser la réaction gouverner ta vie. Et même si cela semble petit, c'est là que commence le véritable contrôle de soi. La plupart des gens vivent en automatique, répondant à l'impulsion la plus immédiate. Un commentaire blessant, un regard méprisant, une erreur d'autrui, et immédiatement le sang bout, la voix s'élève et l'esprit s'obscurcit. Mais observe bien, rien de tout cela n'est inévitable. Ce n'est pas l'événement qui te fait perdre le contrôle, mais ton manque d'espace pour t'arrêter et réfléchir. Cet espace est construit avec la pause. Marc Aurèle l'avait bien compris. Entre ce qui se passe et ta réaction, il y a toujours un choix. Et ce choix est ce qui différencie le sage du prisonnier de ses émotions. La pause consciente n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. C'est arrêter une seconde avant de répondre et te demander « Qu'est-ce que je gagne à réagir ainsi ? Suis-je en train de protéger ma dignité ou de la donner au premier impulsif ?» Épictète disait que celui qui se met en colère donne aux autres le pouvoir sur son âme. Et c'est ce qui se passe quand tu ne freines pas. Tu donnes ton contrôle, tu deviens une marionnette de l'extérieur. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Au début, c'est difficile, parce que le corps est habitué à réagir comme un animal blessé. Mais avec de la discipline, cette pause devient ta première défense. Tu peux commencer par le plus simple. Respire profondément avant de parler, compte jusqu'à 3 avant de répondre, regarde le sol un instant pour couper l'impulsion. Ce sont de petits gestes, mais chacun d'eux érige un mur entre ton calme et le chaos. La pause consciente te force aussi à voir la réalité sans le filtre de la colère. Quand tu t'arrêtes, tu découvres que beaucoup de choses ne méritent pas ton énergie. Ce qui semblait être une offense s'avère être un malentendu.
Ce qui semblait être une attaque n'était qu'une maladresse. Et dans les cas où il y a vraiment l'intention de blesser, la pause te donne le privilège de ne pas donner à l'autre la satisfaction de te dominer. Avec le temps, la pause ne contrôle pas seulement ta colère, elle renforce aussi ton caractère. Tu commences à sentir la différence entre celui qui réagit sans réfléchir et celui qui garde le silence avec intention. Ce silence n'est pas vide, c'est de l'autorité. Car celui qui se contrôle lui-même inspire le respect, tandis que celui qui explose n'inspire que de la pitié. Sénèque l'a dit crûment, « Rien ne ressemble plus à la faiblesse que la colère ». Fais de la pause consciente ton habitude quotidienne. Dans le trafic, lors d'une dispute familiale, au travail, à chaque instant où tu sens l'impulsion de te perdre, rappelle-toi que ton premier devoir est envers toi-même. Tu n'es pas un animal sans frein, tu es un être capable de décider, et dans cette décision réside ta liberté. La pause n'est pas de la passivité, c'est le coup le plus fort contre un monde qui attend de te voir tomber au premier essai de provocation. 2. Entraîne ton esprit avec la visualisation négative. L'acier ne se forge pas avec des caresses, mais avec du feu. Il en va de même pour l'esprit. Il ne se renforce pas avec de douces illusions, mais en affrontant la dureté de l'inévitable. La visualisation négative est ce feu qui, loin de te détruire, te durcit. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur ou d'attendre toujours le pire, mais de former l'esprit à ne rien trouver surprenant pour que lorsque le coup arrive, il ne tremble pas. La plupart s'accrochent à l'illusion que tout doit bien se passer, que ce qu'ils aiment sera éternel, que les choses resteront telles qu'elles sont. Et lorsque la réalité brise cette illusion, ils réagissent avec colère, comme si la vie leur devait quelque chose. Mais la vie ne promet pas la stabilité, elle promet le changement. Ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. Ce que tu considères comme sûr peut se perdre sans préavis. Cette vérité inconfortable est celle que la visualisation négative t'oblige à regarder en face. Marc Aurèle commençait ses journées en se rappelant qu'il rencontrerait des personnes ingrates, arrogantes et traîtresses. Il ne le faisait pas pour vivre dans l'amertume, mais pour ne pas être surpris ou perturbé lorsqu'il les rencontrait. Il avait déjà entraîné son esprit pour ces situations et, lorsqu'elles arrivaient, il répondait simplement avec calme. Tu peux appliquer le même exercice dans ta vie. Avant d'affronter ta journée, répète que tout ne se passera pas comme tu le souhaites, que quelqu'un échouera, qu'un plan se déroutera. En le faisant, ce que d'autres appellent malheur, pour toi sera une partie du scénario que tu attendais déjà. Sénèque enseignait que rien de ce que tu possèdes n'est vraiment à toi. Tout est prêté par la nature. La santé, les affections, les biens matériels et même ton propre corps sont destinés à changer et à disparaître. Visualiser leur perte ne signifie pas arrêter de les aimer. Cela signifie les apprécier davantage, parce que tu comprends que chaque moment peut être le dernier. Cet exercice ne refroidit pas le cœur. Il l'embrase de gratitude, car chaque instant prend un éclat que tu prenais auparavant pour acquis. La colère naît souvent d'attentes irréalistes. Tu crois que les gens devraient toujours être justes, que les plans ne devraient jamais échouer, que la vie devrait t'obéir. Lorsque cela ne se produit pas, tu exploses. Mais si tu as déjà entraîné ton esprit à accepter l'imperfection, le coup ne t'emporte pas. Tu le reçois avec fermeté, sans laisser la colère te dominer. Le pratiquer est simple. Avant de dormir, imagine que demain quelque chose se brise dans ta routine. Demande-toi comment tu réagirais et comment tu garderais ton calme. Au réveil, pense que ceux qui t'entourent aujourd'hui pourraient ne pas être là demain. Et au lieu de te rendre triste, cela te fera les traiter avec plus de respect et de tendresse. Cette conscience ne te retire pas la joie, elle la multiplie. La visualisation négative ne cherche pas à te rendre amer, elle cherche à te préparer. Elle te montre que rien n'est garanti et que, précisément pour cette raison, chaque jour a une valeur immense. Celui qui pratique cet exercice ne se brise pas lorsque la vie change, car il avait déjà envisagé cette possibilité. Le véritable faible est celui qui exige que tout soit parfait. Le fort est celui qui, même en attendant des pertes et des difficultés, reste debout et remercie ce qui reste.
Fais de cette habitude ton entraînement constant. Arrête d'attendre un chemin sans embûches et habitue ton esprit aux revirements inattendus. Ainsi, lorsqu'ils arriveront, tu ne réagiras pas avec colère, mais avec la sérénité de celui qui savait que tôt ou tard, la tempête allait apparaître, et qui est resté prêt à résister à tout obstacle. 3. Écris un journal stoïcien pour mesurer tes progrès. L'esprit est comme un miroir couvert de poussière. Il reflète, mais de manière déformée, montrant des fragments confus au lieu de l'image complète. Si tu ne nettoies pas ce miroir chaque jour, tu finis par croire que tu vis dans un chaos qui naît en réalité de ton propre manque de clarté. Le journal stoïcien est le chiffon qui nettoie cette poussière. L'habitude qui te permet d'observer tes pensées et émotions avec netteté, au lieu de te laisser emporter par elles. Beaucoup pensent que réfléchir en silence est suffisant pour ordonner l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Les idées non écrites s'estompent, changent de forme ou se déguisent pour te tromper. La colère, par exemple, semble toujours justifiée tant que tu la gardes dans ta tête. Ce n'est que lorsque tu l'écris, que tu la regardes à distance et que tu la dissèques, que tu comprends qu'il s'agissait d'un élan infantile, déguisé en dignité. Marc Aurèle a écrit ses méditations comme un rappel personnel, pas comme une œuvre littéraire. C'étaient des notes privées dans lesquelles il s'examinait lui-même avec une brutalité honnête. Il parlait à son propre esprit, questionnait ses échecs et exigeait de la discipline. Cet exemple suffit à comprendre que l'écriture n'est pas un luxe, c'est un entraînement. Chaque mot que tu laisses sur le papier est un pas vers la maîtrise de toi-même, car l'enregistrement constant révèle des modèles que tu ignorerais autrement. Le journal n'est pas pour te montrer, il est pour dénuder ton intérieur. Tu y notes où tu as perdu ton calme, ce qui a provoqué ta colère, comment tu as réagi et ce que tu aurais pu faire mieux. Tu écris aussi tes petites victoires, car mesurer les progrès ne consiste pas seulement à signaler les erreurs, mais aussi à reconnaître les moments où tu as réussi à maintenir la sérénité. La colère se nourrit de l'oubli. Tu oublies qu'hier aussi tu as perdu patience pour quelque chose d'insignifiant. Tu oublies que tu as promis de ne pas répéter la même erreur. En écrivant, tu brises ce cycle, car tu ne peux plus cacher tes chutes sous le tapis. Le papier devient le témoin de ton caractère. Et quand tu relis ce que tu as écrit, tu découvres qu'il y a toujours une opportunité de faire mieux. Cette conscience éveille la discipline que la réaction aveugle n'aura jamais. Au début, beaucoup rejettent l'idée d'écrire un journal parce que cela semble enfantin ou inutile. Mais ce qui semble simple devient profond avec la pratique. Consacre simplement 10 minutes à la fin de la journée. Demande-toi, où ai-je été l'esclave de mes émotions? Où ai-je réussi à être maître de moi-même? Quelle pensée m'a renforcé? Quelle faiblesse m'a trahi? En répondant par écrit, tu construis une carte de ton esprit. Le journal sert aussi à projeter demain. Avant de dormir, écris comment tu prévois de faire face aux difficultés du lendemain. Imagine les scénarios possibles et note la réaction que tu aimerais avoir. En le faisant, tu entraînes ton caractère à l'avance. Si demain se passe comme tu l'avais prévu, tu sauras déjà comment agir. Et si cela ne se produit pas, tu auras au moins renforcé l'habitude d'anticiper sans tomber dans l'anxiété. Écrire ne résout pas la vie pour toi, mais te transforme en observateur conscient de ta propre histoire. Cela t'oblige à reconnaître que la sérénité n'est pas atteinte d'un coup, mais par des pas petits, mesurés et constants. Chaque page est un miroir poli. Chaque mot écrit est un rappel que le calme ne s'improvise pas, il se construit. Fais du journal stoïcien ta routine quotidienne. Ne cherche pas la perfection immédiate, cherche la consistance. Car celui qui s'observe lui-même avec honnêteté cesse d'être l'esclave de la colère et commence à devenir l'architecte de sa propre force intérieure. 4. Mettez chaque problème dans la perspective du temps. Un rocher peut sembler être un mur lorsque vous le regardez de près, mais si vous faites quelques pas en arrière, il n'est guère plus qu'une pierre sur le chemin. Il en va de même pour vos problèmes. Tant que vous les tenez avec le nez collé dessus, tout semble insupportable, éternel et impossible à surmonter. Lorsque vous les placez dans la perspective du temps, vous comprenez que rien n'est aussi grand que votre esprit le dessine dans l'instant de la colère.
La colère se nourrit de l'immédiateté. Vous réagissez parce que vous pensez que ce qui se passe maintenant définit votre vie pour toujours. Vous perdez une affaire, vous vous disputez avec quelqu'un, vous recevez une critique et vous pensez que ce moment sera une cicatrice éternelle. Mais la réalité est autre. Presque rien de ce qui vous tourmente aujourd'hui n'aura de poids dans un an, et encore moins dans une décennie. Lorsque vous comprenez cela, vous arrêtez de réagir avec colère et commencez à répondre avec calme. Marc Aurèle se rappelait à lui-même la petitesse des événements humains face à l'immensité du temps. Une insulte, une trahison, même une perte s'évanouissent lorsque vous les comparez à la brièveté de votre passage dans le monde. Cette vision ne minimise pas la douleur, mais elle lui enlève le pouvoir de vous asservir. L'empereur savait que si chaque chose était mise à sa juste mesure, le calme était possible même au milieu des guerres. L'exercice est simple, mais il exige de la discipline. Lorsque vous sentez que la colère s'allume, demandez-vous: est-ce que cela importera dans un mois? Est-ce que je me souviendrai de cette offense dans 5 ans? Vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour quelque chose que le temps effacera? La plupart des réponses désarment la colère, car le temps est un juge impitoyable qui réduit en poussière ce qui aujourd'hui semble insupportable. Sénèque conseillait de méditer sur la fugacité de la vie. Rien de ce que vous affrontez ne dure aussi longtemps que votre esprit l'imagine. Cette dispute qui aujourd'hui semble insurmontable, demain devient une anecdote. Cette trahison qui vous blesse, avec les années, devient une leçon. Le temps transforme la douleur en souvenir et le souvenir en sagesse, à condition de ne pas l'alimenter avec du ressentiment. La perspective du temps vous protège également du désespoir. Celui qui croit que tout le mal sera éternel s'enfonce dans sa propre colère. Mais celui qui comprend que tout coule, même le plus dur, trouve la patience nécessaire pour résister. Et la patience est l'arme la plus mortelle contre la colère, car elle transforme la réaction immédiate en attente consciente. Il ne s'agit pas de résignation, il s'agit de vision. Lorsque vous placez un problème sur la ligne du temps, vous le réduisez à sa taille réelle. Cela ne signifie pas que vous ignorez la difficulté, cela signifie que vous la voyez comme passagère. Et ce qui est passager ne mérite pas de détruire votre calme. La colère veut toujours vous faire croire que ce qui fait mal aujourd'hui vous définira pour toujours. Le calme, en revanche, vous rappelle que rien ne dure assez longtemps pour mériter votre esclavage émotionnel. Vous pouvez pratiquer ce principe chaque jour. Face à un conflit, visualisez-le comme si vous aviez vieilli de 20 ans et que vous le regardiez depuis le futur. Que penseriez-vous de ce moment? Vous priverait-il encore de sommeil? Ou le verriez-vous comme un épisode mineur dans une vie beaucoup plus large? Cet exercice vous arrache du présent étroit et vous place dans une vision plus haute d'où tout semble moins menaçant. Le temps n'efface pas tout, mais il met tout à sa place. Ce qui vous irrite aujourd'hui sans mesure, demain sera de la poussière dans l'air. 5. Pratique l'empathie radicale avant de réagir. La colère est comme un miroir brisé, elle reflète mais déforme. Elle te montre l'autre comme un ennemi, comme une menace, comme quelqu'un qui cherche à te nuire intentionnellement. Cependant, la plupart du temps, cette image n'est pas réelle, elle n'est qu'un reflet déformé par ta propre colère. L'empathie radicale est l'acte de réparer ce miroir, d'oser regarder au-delà de l'offense et de comprendre que l'autre personne, tout comme toi, est pleine de peur, de blessures et de limitations. Il ne s'agit pas de justifier ce qu'ils font, mais de le voir d'un point de vue qui te libère du poison de la colère. La réaction naturelle à une provocation est d'attaquer. Quelqu'un te crie dessus et tu réponds avec plus de cris. On te blesse et tu penses que rendre le coup est la bonne chose à faire. Mais cette réaction automatique ne te renforce pas, elle t'enchaîne. Épictète l'a prévenu, personne ne peut t'offenser sans ton consentement. Pratiquer l'empathie radicale signifie prendre un instant et te demander quelle est l'histoire derrière cette personne? Quelle blessure traîne-t-elle pour se comporter de cette façon? Quelle bataille interne est-elle en train de perdre? La réponse peut ne pas changer ce qui se passe, mais elle change la façon dont tu le reçois.
Tu arrêtes de le prendre comme une attaque personnelle et tu le comprends comme une projection de sa douleur. Ce regard te sauve de réagir avec colère parce que tu comprends que lutter contre l'ombre de l'autre ne fait que te remplir d'obscurité. Marc Aurèle répétait dans ses méditations que chaque homme agit selon sa vision du bien. Même celui qui fait le mal croit qu'il fait ce qu'il doit. Se souvenir de cela t'évite de t'empoisonner. Tout le monde n'a pas ta clarté. Tout le monde n'a pas entraîné le calme, et attendre qu'il le fasse, t'es naïf. Quand tu choisis de te mettre à la place de l'autre, ta perspective change. La critique qui faisait mal auparavant devient maintenant un signe de la frustration de celui qui l'a prononcée. L'insulte cesse d'être un poignard et se révèle comme un cri d'impuissance. L'attaque cesse d'être personnelle et devient le reflet d'un esprit perturbé. Et en le comprenant, tu n'as pas besoin de réagir avec colère. Cette compassion consciente est ton bouclier le plus puissant, car rien ne désarme plus que le calme de celui qui comprend. Cela ne signifie pas que tu dois permettre les abus. L'empathie radicale n'est pas soumission, c'est clarté. Tu peux comprendre l'autre et en même temps poser des limites fermes. La différence est que tu ne le fais plus par colère, mais par force intérieure. Quand tu établis des limites avec sérénité, l'autorité que tu transmets est bien plus grande que n'importe quel cri. Pratiquer l'empathie radicale demande de la constance. Chaque fois que quelqu'un te provoque, exerce la question clé. Qu'est-ce qui arrive à cette personne pour qu'elle agisse ainsi? Fais-le avant de réagir, et tu sentiras comment le poids de la colère se dissout. Cet espace mental ne te protège pas seulement, il transforme aussi tes relations. La tranquillité que tu projettes finit par être contagieuse, et souvent, ce qui aurait pu être une guerre devient un dialogue inattendu. La véritable force n'est pas de rendre chaque coup, mais de comprendre pourquoi ce coup est arrivé et de décider s'il vaut la peine de répondre. L'empathie radicale ne ramollit pas ton caractère, elle le renforce, car elle transforme la compassion en stratégie. Et quand tu arrives à voir l'autre clairement, sa tentative de t'entraîner dans le chaos échoue. Tu restes debout, ferme, maître de toi, pendant qu'ils restent pris dans leur propre feu. 6. Répète des mantras qui t'ancrent dans la sérénité. La mer peut être agitée en surface, avec des vagues qui frappent et se brisent sans cesse, mais en profondeur, le calme règne toujours. Ton esprit fonctionne de la même manière. En surface, des tempêtes de pensées et d'émotions s'allument, mais si tu parviens à t'ancrer dans les profondeurs, rien ne peut t'emporter. Les mantras sont cette encre, des mots simples mais fermes qui te retiennent lorsque tout semble te secouer. La colère s'allume rapidement parce que ton esprit court sans direction. Un mot mal dit, une provocation minimale, et ton intérieur commence à s'agiter. Le cœur bat fort, la respiration s'accélère, et ce que tu penses devient confus. Au milieu de cette tempête, un mantra est comme une corde que tu te rappelles pour ne pas perdre le contrôle. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui compte, c'est ce que tu décides de te répéter à l'intérieur. Sénèque disait que la colère se dissipe avec la réflexion, et la répétition consciente est une forme de réflexion immédiate. Lorsque tu sens que la rage s'allume, tu peux répéter des phrases qui te rendent le pouvoir. Je ne suis pas l'esclave de mon impulsion. Ceci aussi passera. Ma tranquillité est plus forte que leur offense. Ces mots ne sont pas des ornements vides, ils sont des rappels que ta sérénité vaut plus qu'une réaction passagère. Le pouvoir des mantras réside dans la répétition. L'esprit croit ce qu'il entend fréquemment, et si tu t'habitues à te rappeler le calme, tu finis par programmer ta réaction naturelle vers la sérénité. Tout comme d'autres entraînent la colère en la nourrissant chaque jour de plaintes et de ressentiments. Tu entraînes le calme en nourrissant ton esprit de phrases qui te renforcent. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire des pensées qui agissaient comme des mantras dans ses méditations. En les répétant, il se renforçait face aux difficultés du jour. Tu peux faire la même chose. Choisis des phrases qui reflètent la force que tu veux avoir et récite-les dans les moments de tension. Tu n'as pas besoin de crier ni de convaincre qui que ce soit. Il suffit de te le rappeler en silence.
jusqu'à ce que ton intérieur obéisse. La pratique des mantras t'aide aussi à arrêter la chaîne de pensée destructrice. Lorsque la colère apparaît, l'esprit commence à inventer des histoires. Il exagère l'offense, imagine des vengeances, multiplie la frustration. Ce tourbillon grandit parce que tu l'alimentes avec plus de pensées. Mais lorsque tu interromps cette chaîne avec un mantra, c'est comme éteindre un incendie avant qu'il ne se propage. Tu remplaces la narration destructive par un rappel de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de répéter des phrases magiques, il s'agit de te rappeler la vérité. La colère ne définit pas qui tu es, ta réaction le fait. En te disant « ma tranquillité est mon pouvoir », tu affirmes un principe qui change ta perspective. En répétant « ceci ne me contrôle pas », tu transformes ton esprit en gardien de ta dignité. Ces mots sont des clés qui ouvrent la porte de la sérénité juste lorsque la colère veut t'enfermer. Tu peux pratiquer dans des situations quotidiennes. Dans le trafic, lorsque quelqu'un t'insulte, au lieu de répondre avec fureur, répète ton mantra et observe comment la tension se dissout. Au travail, lorsque tu es critiqué injustement, rappelle-toi ta phrase et tu verras comment le calme s'impose. Avec le temps, ce qui au début semble un effort conscient devient naturel. Ton esprit apprendra à choisir la sérénité plutôt que la rage. 7. Renforce ton caractère avec des inconforts volontaires. Le fer ne durcit pas en restant dans un tiroir, il se trempe dans le feu. Le caractère fonctionne de la même manière, il ne se renforce pas dans le confort, mais dans le frottement avec la difficulté. Si tu cherches toujours la facilité, si tu fuis tout ce qui est inconfortable, ton esprit devient fragile et ton calme se brise au premier coup inattendu. En revanche, lorsque tu choisis de traverser des inconforts volontaires, tu entraînes ton esprit à ne rien le renverser. La colère naît souvent du manque de préparation. Tu es tellement habitué à ce que les choses suivent ton rythme que lorsque quelque chose échoue, tu réagis avec fureur. Un retard, une erreur, un changement de plan, et tu perds immédiatement le contrôle, parce que ton esprit n'est pas entraîné à accepter le contraire. Le stoïcisme enseigne que tu dois t'exposer à l'inconfort en petites doses pour apprendre à le résister. En le faisant, ce qui te provoquait de la colère devient maintenant un simple obstacle que tu sais gérer. Marc Aurèle pratiquait l'austérité et la simplicité, se rappelant que tout luxe est fragile. Sénèque conseillait de dormir sur un sol dur certaines nuits, de porter des vêtements simples ou de manger le minimum, non par nécessité, mais comme entraînement. L'idée est claire. Si tu apprends à vivre avec moins et à tolérer les inconforts, rien de l'extérieur ne peut te faire plier. Lorsque tu as déjà volontairement expérimenté le manque, tu cesses de le craindre, et en cessant de le craindre, disparaît la colère qui naît de la frustration. L'inconfort volontaire ne consiste pas à chercher une souffrance sans sens, mais à exercer la résistance. Tu peux commencer par des habitudes simples, des douches froides pour renforcer ta volonté, des entraînements physiques exigeants qui disciplinent ton corps, des jeûnes occasionnels pour te rappeler que tu n'es pas esclave de la nourriture. Chaque pratique devient une leçon de maîtrise de soi. Le corps proteste, l'esprit demande à abandonner, mais tu décides de rester ferme. Cette décision, répétée encore et encore, est la base d'un caractère imbattable. En pratiquant ces inconforts, tu choisis de te prouver que tu peux résister plus que tu ne le penses. Cette confiance se transfère à ta vie quotidienne. Si tu supportes la discipline d'un entraînement dur, pourquoi te laisserais-tu emporter par l'impatience dans une discussion futile ? Si tu as été capable de contrôler ta faim pendant des heures, comment vas-tu perdre le contrôle à cause d'un commentaire insignifiant ? L'inconfort volontaire te donne de la perspective et te rappelle que la maîtrise de soi est possible dans n'importe quelle circonstance. La colère cherche toujours la sortie la plus rapide, crier, blâmer, exploser. L'inconfort volontaire, en revanche, t'apprend la patience, la tempérance et la résistance. Chaque fois que tu choisis de traverser un inconfort par décision propre, tu construis un mur intérieur contre la fureur. Parce que celui qui a appris à soutenir la douleur sans se briser ne se brise pas pour des futilités.
La clé est dans la constance. Une seule expérience inconfortable ne transforme pas ton caractère, mais la répétition le rend solide. L'inconfort cesse d'être un ennemi et devient un allié, un maître silencieux qui façonne ta force. Et lorsque la vie te met face à des situations que tu ne peux pas éviter, tu ne réagiras plus avec colère, car tu auras développé la sérénité de celui qui sait résister. Renforcer ton caractère avec des inconforts volontaires, c'est choisir le chemin difficile pour que les chemins obligés ne te détruisent pas. C'est la décision d'entraîner aujourd'hui ce qui pourrait te renverser demain. Fais de ces pratiques ta discipline quotidienne et tu verras comment ta patience grandit, comment ton calme se renforce et comment ton caractère devient un mur qu'aucune provocation ne peut traverser. 8. Utilise le silence stratégique comme une démonstration de pouvoir. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair silencieux qui fend la terre. Il en va de même pour le pouvoir intérieur. Il n'a pas besoin de cris pour s'imposer. Il suffit du calme ferme de celui qui sait se taire au moment précis. Le silence stratégique n'est pas une absence de mots, c'est une présence de contrôle. C'est décider quand parler et quand laisser le poids de votre calme être plus percutant que n'importe quelle réponse. La colère veut toujours vous pousser à parler trop. Lorsque quelqu'un vous offense, la première chose qui surgit est l'impulsion de riposter avec des mots plus durs, de montrer que vous ne restez pas en arrière. Mais cette réaction, loin de montrer de la force, révèle votre fragilité. Celui qui répond par des cris montre qu'il a perdu le contrôle de lui-même. Celui qui se tait intentionnellement montre qu'il est au-dessus de la provocation. Sénèque l'a averti crûment. Plus vous criez fort, plus vous montrez votre faiblesse. Le silence stratégique ne signifie pas soumission, il signifie intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de supporter passivement, mais d'utiliser l'absence de mots comme une arme. Imaginez une dispute où l'autre attend votre réaction, se nourrit de votre colère, cherche à allumer votre feu. Lorsque vous décidez de vous taire et de maintenir le regard avec sérénité, vous retirez à l'autre ses munitions. Son attaque perd de sa force car le calme ne lui donne rien contre quoi lutter. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. La langue de l'autre, ses insultes et ses provocations ne sont pas sous votre contrôle, mais votre réponse l'est. Le silence stratégique est l'exercice le plus clair de ce principe. Vous ne laissez pas le bruit externe déterminer votre paix interne. Votre choix conscient de vous taire est un mur qui protège votre dignité. Le silence amplifie également votre voix lorsque vous décidez de l'utiliser. Un mot dit après une pause a plus d'impact que 1000 phrases lancées au milieu du bruit. Le silence donne du poids, crée de l'attente, oblige à ce que votre message soit entendu. Celui qui parle sans mesure s'épuise, celui qui choisit quand parler concentre son pouvoir. Pratiquer le silence stratégique nécessite de la discipline. Il n'est pas facile de freiner la langue quand le sang bouillonne, mais c'est justement là que réside l'épreuve. Chaque fois que vous vous taisez par décision et non par peur, vous renforcez votre caractère. Vous pouvez vous entraîner au quotidien. Quand quelqu'un vous provoque dans le trafic, quand vous recevez une critique injuste au travail, quand un membre de votre famille cherche à discuter par habitude. Respirez, gardez le silence et souvenez-vous que votre calme est plus bruyant que n'importe quel cri. Cette habitude ne signifie pas que vous devez vous réprimer pour toujours. Il y aura des moments où il sera nécessaire de parler fermement. La différence est que vous ne le ferez plus à partir de la colère, mais à partir de la sérénité. Vos mots ne seront pas une explosion impulsive, ils seront un message conscient, clair et percutant. Cette combinaison de silence et de paroles mesurées fait de votre présence une autorité. Le monde actuel est plein de bruit. Tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut s'imposer par le volume. Au milieu de cette confusion, la personne qui garde le silence avec intention devient un phare. Sa tranquillité se démarque, son contrôle impose le respect. Le silence stratégique est une déclaration de pouvoir. C'est dire sans mots, tu ne m'appartiens pas, tu ne me manipules pas, tu ne mérites pas mon énergie. C'est l'arme invisible
qui transforme votre calme en bouclier et votre sérénité en victoire. Pratiquez-le et vous verrez comment ceux qui essaient de vous entraîner dans le chaos finissent par perdre, car on ne peut jamais vaincre celui qui ne rentre pas dans la bataille.